Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Erdogan a annoncé sa candidature aux élections présidentielles au nom de l'Alliance du peuple qu'il forme avec le parti d'extrême droite ultranationaliste, le MHP. Si son nom s'imposait comme une évidence, la forme plutôt modeste et le contenu de sa déclaration a fait couler un peu d'encre. Selahattin Demirtas a même émis une idée qui dénote. Selahattin Demirtas, ancien coprésident du HDP, actuellement détenu à la prison de Edirne, a écrit pour le site internet d'information T24 depuis sa cellule. Demirtas est derrière les barreaux depuis 2016, malgré la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Cependant, il continue de jouer un rôle actif dans la politique. Dans son article intitulé « Qui est le candidat de la coalition au pouvoir ?», Demirtas met en doute la candidature du président Erdogan. Il a dit entre autres, je cite, « Lors d'une réunion ordinaire du parti, seul sur un podium, l'homme a soudainement annoncé sa candidature. Il l'a fait alors que les élections sont encore dans 1 an. Ne pensez-vous pas qu'il y a quelque chose d'étrange ici ? En réalité, Erdogan ne sera pas le candidat. Il ne participerait pas à une course qu'il est sûr de perdre. Mais il s'est donné beaucoup de temps pour reculer en annonçant sa candidature 1 an à l'avance, de sorte qu'il ne semble pas avoir eu peur et reculer. S'il avait annoncé sa candidature à 3 mois de l'élection, il n'aurait pas pu reculer. Mais maintenant, il a la possibilité de citer des problèmes de santé ou quelque chose de ce genre-là, et de pouvoir reculer et de pousser un autre candidat. Il pensait qu'il n'aurait aucune difficulté à motiver son bloc d'électeurs à voter pour son candidat de remplacement. Je pense qu'avec cette annonce difficile à croire, Erdogan a accepté le fait que son époque touche à sa fin. Rushan Çakır est revenu sur cette séquence. Il existe une opinion largement partagée qui consiste à dire Erdogan ne participerait pas à une élection qu'il est sûr de perdre. Et les personnes qui disent ça terminent la phrase en disant qu'Erdogan est prêt à tout pour tenter d'inverser le cours de l'élection et que si ça ne marche pas, eh bien il se débrouille pour ne pas reconnaître le verdict des urnes. Ça par exemple, on l'a vu lors des élections municipales d'Istanbul. Mais il existe aussi une autre version de cette opinion, et c'est Selahattin Demirtas qui en parle. Il dit « Erdogan ne participerait pas à une élection qu'il est sûr de perdre, et donc, il pourrait présenter quelqu'un d'autre à sa place. » À vrai dire, ça fait quelque temps que cette idée se répand en Turquie. Erdogan ne parlait pas de sa candidature, et même si Bahçeli disait que le candidat était Erdogan, ce dernier ne se déclarait pas. Et soudainement, dans une réunion de son parti à İzmir, il s'est adressé à Kemal Kılıçdaroğlu en disant « Tu me demandes tout le temps si je suis candidat, eh bien le candidat de l'Alliance du peuple, c'est Erdogan. » Et dès qu'il a dit ça, nous avons conclu que le débat était clos, qu'il était candidat. Mais Selahattin Demirtas, derrière les barreaux de la prison d'Edirne, a envoyé une tribune au journal T24 et souligne un point. Peut-être que Erdogan a fait cette déclaration pour pousser l'opposition à désigner un candidat, ou il l'a peut-être aussi fait pour revigorer sa base. Demirtas énumère d'autres raisons aussi. Mais il pose aussi une autre question. Existe-t-il aussi une autre raison? Et si c'est bien ça, ça serait assez intéressant. Il dit « En fait, Erdogan ne sera pas candidat, mais il ne veut pas qu'on l'accuse d'avoir eu peur et d'avoir reculé. En annonçant sa candidature 1 an avant les élections, il dispose d'un laps de temps assez long pour se ménager une porte de sortie. S'il avait annoncé sa candidature 3 mois avant les élections, il n'aurait pas pu reculer. Mais là, il dispose désormais de temps pour pouvoir se retirer en prétextant un souci de santé ou quelque chose de cet ordre, et se faire remplacer par un autre candidat. Alors, je dois dire que c'est une réflexion très pertinente et je dois reconnaître en toute franchise, sans aucune ironie, que Demirtas arrive à faire des analyses très intelligentes, très pointues, proches des réalités et qui reflètent bien la dynamique des événements, bien plus que la plupart des personnes qui prétendent faire des analyses politiques sur les chaînes de télévision ou sur les sites internet. Lorsqu'il a évoqué cette idée, je l'ai non seulement admiré, mais je dois dire que je l'ai aussi un peu jalousé en me disant « mais pourquoi est-ce que je n'y avais pas pensé ?» Donc oui, une probabilité comme ça peut exister, elle n'est pas évidente, mais elle demeure dans le champ des possibles, ça je dois le souligner. Parce qu'à l'heure actuelle, dans l'écrasante majorité des enquêtes d'opinion, Erdogan apparaît derrière tous ses concurrents éventuels.
Et il n'est plus possible que les choses s'améliorent pour lui, surtout dans l'économie. Attention, je ne dis pas qu'il n'est quasiment plus possible, je dis qu'il n'est plus possible. On a atteint un point de non-retour. Et c'est la raison pour laquelle l'on évoque assez souvent l'idée d'élections surprises anticipées. Si des élections surprises étaient déclarées par le gouvernement, là, il y aurait des chances qu'Erdogan soit candidat. Mais si les élections sont organisées à la date où elles sont prévues normalement, vu le cours des choses qui ne s'amélioreront pas, là oui, Erdogan préférera avoir un autre candidat destiné à perdre à sa place, comme l'a relevé Demirtaş. Cette probabilité doit être notée quelque part. Dans sa tribune, Demirtaş dit aussi avec ironie « Lorsqu'il a dit « le candidat de l'Alliance du peuple c'est Erdogan », il pensait peut-être qu'Erdogan était quelqu'un d'autre. Puis il a également dit « on pourrait aussi se dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas les fioritures et les grandes cérémonies majestueuses et que c'est la raison pour laquelle il a préféré déclarer sa candidature lors d'une modeste réunion. » Mais finalement, on peut assez rapidement exclure cette raison. Pour ma part, je pense que Demirtaş a raté un point intéressant. Le fait qu'Erdogan annonce en hâte sa candidature dans une modeste réunion de son parti qu'il a l'habitude de faire fréquemment et qu'il s'adresse non pas au peuple, mais à Kılıçdaroğlu, est révélateur de quelque chose. Je ne sais pas à quel point il a intériorisé cette idée, mais je pense que son inconscient a désormais intégré l'idée qu'il allait perdre dans tous les cas. Et je pense que cette idée de défaite, surtout face à Kılıçdaroğlu, doit vraiment le déranger profondément. Dans la tribune de Demirtaş, le nom de Kılıçdaroğlu n'apparaît pas, et en conséquence, cette idée non plus n'apparaît pas. Mais je pense qu'il y a un facteur Kılıçdaroğlu dans cette équation, et ce facteur va en grandissant, ça il faut le noter. Pour récapituler, comme le dit Demirtaş, il n'est pas impossible qu'Erdogan refuse de participer à cette élection, qu'il est de plus en plus assuré de perdre. Et il est tout à fait possible qu'il soit en train de chercher une porte de sortie. Mais bien entendu, si des élections anticipées surprises sont organisées, là, oui, ça sera lui. En politique intérieure, l'étau continue de se resserrer avec l'adoption d'une loi contre la désinformation, surnommée loi de censure par l'opposition. Cette semaine, dans la politique turque, un projet de loi préparé par l'alliance au pouvoir du MHP et de l'AKP a été adopté par la commission judiciaire. Si elle est votée par le Parlement, cette loi visera à criminaliser les informations considérées par les autorités comme de la désinformation. Actuellement, les 15 premiers articles du projet de loi ont été approuvés. En vertu du nouveau projet de loi, les articles de journaux considérés comme de fausses nouvelles pourront être sanctionnés par des peines de prison. Pendant ce temps, 16 journalistes kurdes ont été arrêtés à Diyarbakır, une province à majorité kurde. Les journalistes de Jin News et de Mesopotamia Agency sont en état d'arrestation pour terrorisme. Cela porte à 56 le nombre de journalistes incarcérés en Turquie. Des arrestations qui ne se limitent pas aux journalistes, mais également aux militants. Jeudi dernier, le coprésident du HDP Istanbul, Ferhat Encü, a annoncé que plusieurs représentants locaux du HDP avaient également été arrêtés. La présidente du CHP à Istanbul, Canan Kaftancıoğlu, est forcée de quitter son poste par le procureur d'Istanbul. Dans une déclaration à la presse, Kaftancıoğlu a déclaré « Mes liens avec mon parti sont d'esprit, de cœur et d'effort. Tant que j'ai cet esprit, ce sentiment, et que je montre cet effort, le reste n'est pas important. » Kaftancıoğlu a été condamné à une peine de prison commuée le mois dernier pour propagande terroriste et insulte au président, et frappé d'une interdiction à vie d'exercer de la politique. Bien que sa position au sein du CHP ait fait l'objet d'un débat, car elle n'est pas techniquement une élue. Un autre départ du CHP a également été discuté cette semaine. Le maire de Bolu, Tanju Özcan, est renvoyé au comité de discipline et devrait être expulsé du parti. Özcan a fait la une des journaux après avoir fait des commentaires que le parti qualifie de misogynes lors d'une réunion municipale et a déclaré à Hajar Çınar, responsable de l'AKP, « Pourquoi me faites-vous signe? Je suis un homme marié ». Tanju Özcan, également connu pour ses sorties xénophobes, a demandé à rencontrer le chef du parti Kılıçdaroğlu en déclarant « J'ai été élevé dans ce parti, je suis sûr que nous trouverons un terrain d'entente ». Après quelques mois d'amélioration relative sur le marché des changes, la livre turque a retrouvé son niveau à la baisse face au dollar. Alors que la Fed appuie enfin sur la gâchette de la hausse tant attendue des taux d'intérêt cette semaine, les marchés turcs s'enfoncent davantage dans l'incertitude.
La livre a encore une fois atteint 18 pour 1 dollar, son point le plus bas de mémoire récente, presque autant que son record de l'année dernière. Après sa réunion du cabinet lundi, le président et chef de l'AKP Erdogan a annoncé que la Banque centrale continuerait de réduire les taux d'intérêt en voyant la lire en chute libre. Échangée au taux de 16,60 la semaine dernière au moment de l'annonce, la livre est descendue à 17,30 cette semaine. Pour l'instant, les différentes mesures prises par le pouvoir, comme par exemple de réduire les frais d'investissement sur le marché des capitaux, d'offrir des obligations indexées sur les revenus des entreprises d'État et d'émettre des certificats d'or, semblent n'avoir eu aucun effet. La Turquie a connu sa plus forte augmentation du salaire minimum au début de 2022, passant de 2825 liras à 4250 liras, soit une augmentation de près de 50%. Cependant, la hausse des prix et la montée irrésistible de l'inflation continuent de ronger le pouvoir d'achat des ménages à faible revenu. Au début de l'année, le salaire minimum était de 314 dollars contre seulement 245 dollars aujourd'hui. Depuis le début de l'année, les prix du carburant ont doublé. En janvier, un réservoir de 60 litres pouvait être rempli à 20% du salaire mensuel. Aujourd'hui, c'est 40%. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vedat Bilgin, a commenté la question. Bilgin a déclaré « Nous ne laisserons pas l'inflation écraser la classe ouvrière. En juillet, nous aurons de nouveaux règlements qui feront sourire tous les travailleurs. » Ce qui amène beaucoup à spéculer sur une nouvelle hausse du salaire minimum. Pendant ce temps, les primes de risque des swaps sur la défaillance du crédit de la Turquie battent de nouveaux records, atteignant plus de 800 points ce mois-ci. Actuellement autour de 840, les primes de risque indiquent une confiance extrêmement faible du marché dans la capacité de la Turquie à respecter ses obligations de paiement. Pendant ce temps, la crise locative en Turquie se poursuit, l'immobilier étant l'un des secteurs les plus touchés par l'inflation. À la lumière des prix des loyers exorbitants, le Parlement a adopté un projet de loi plafonnant les augmentations des prix de loyer à 25% ce mois-ci, une mesure qui a provoqué de nombreuses procédures d'éviction. Le personnel hospitalier monte la voix, un peu comme en France. Après avoir été lessivé par la pandémie, la profession, qui doit faire face à une émigration massive à l'étranger, réclame des améliorations sur les conditions de leur travail. Les travailleurs hospitaliers descendent à nouveau dans les rues du pays cette semaine pour exiger que le ministère de la Santé respecte les promesses qu'il a faites il y a des mois. Les membres de 11 grandes associations de travailleurs hospitaliers de toutes les provinces ont débrayé une fois de plus depuis mars pour exiger de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Il s'agit du 3e débrayage pour les travailleurs hospitaliers en Turquie cette année. Exaspérés d'être surchargés de travail, sous-payés, et régulièrement agressés par les patients et les familles, les travailleurs avaient haussé le ton au mois de février et de mars pour que le gouvernement fasse mieux. Avant-hier, après des mois de retard, le nouveau projet de loi garantissant certaines revendications des travailleurs a été adopté par le Parlement, mais les praticiens sont toujours mécontents, arguant que le projet de loi est fortement édulcoré et menace de démission massive. Après quelques mois où la Turquie semblait revenir sur la scène internationale à la faveur de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les tensions perdurent avec la Grèce notamment. Les tensions entre la Turquie et la Grèce continuent de s'intensifier, alors que le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan a eu des mots forts pour la Grèce cette semaine, lors de l'exercice militaire conjoint Éphèse 2022. Erdogan s'est adressé au premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et a déclaré « La manipulation de l'OTAN et d'autres pays est un effort qui se terminera par un désastre. » Le président et chef de l'AKP a ordonné la rupture des pourparlers de haut niveau avec la Grèce au début du mois, lorsque les deux pays se sont mutuellement condamnés pour violation de l'espace aérien au-dessus de la mer Égée lors d'un exercice conjoint de l'OTAN. La Grèce a affirmé avoir observé des violations de l'espace aérien par des avions turcs au cours de l'exercice. La Turquie a riposté en déclarant que c'était en fait la Grèce qui aggravait la situation par des vols à proximité des côtes turques. Après son discours, le président Erdogan a publié sur Twitter « La Turquie ne viole ni les droits ni la loi de quiconque, ni ne laisse personne violer les siens. En tant qu'allié qui a payé le prix le plus élevé au sein de l'OTAN, nous avons accueilli sereinement les provocations de la Grèce qui n'a même pas répondu aux invitations de notre délégation militaire depuis 2 ans.
Cependant, nous voyons que notre homologue interprète mal notre patience et notre calme. » Fin de citation. Pendant ce temps, la Turquie envisage un autre engagement militaire en Syrie alors qu'elle tente de convaincre la Russie de donner son feu vert à une nouvelle opération. Le représentant russe Alexander Lavrentiev a déclaré qu'ils avaient tenté de persuader la délégation turque d'annuler une éventuelle opération militaire qu'ils organiseraient en Syrie en disant « Nous avons essayé de persuader la Turquie de résoudre les problèmes avec la Syrie par des moyens pacifiques, parce que cela peut conduire à une escalade des tensions. » Lavrentiev avait précédemment déclaré que Moscou considérait une éventuelle opération turque dans le nord de la Syrie comme impensable et irrationnelle. Sur le front de l'OTAN, la Turquie rejette l'invitation à des négociations trilatérales pour trouver une solution à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Alliance. Selon les informations du Financial Times, les 3 responsables qui ont pris part aux pourparlers ont déclaré qu'avant d'accepter les pourparlers de médiation avec Helsinki et Stockholm, la Turquie leur avait demandé des propositions concrètes pour répondre à leurs préoccupations concernant le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu a fait remarquer après les entretiens « Quand et comment ces pays répondront-ils à nos préoccupations ? La balle est désormais dans leur camp. Je voudrais vous rappeler une fois de plus que nous attendons vos réponses et pas des lettres. » C'est tout pour cette semaine, merci de nous avoir suivis.